Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ma chronique d'actualité MMA québécois. Ça, c'est la chronique où je prends toutes les nouvelles qui ont été annoncées au courant de la dernière semaine dans le monde des arts martiaux mixtes au Québec et je fais une vidéo pour qu'on en jase un peu plus ensemble. Et cette semaine, il y a de la bisbille dans l'air, les amis, parce que c'est ça, vous verrez, on a deux nouvelles principales qu'on va couvrir dans quelques instants. Puis vous allez voir, il y a un taux de bisbille assez élevé étant impliqué dans ces deux nouvelles-là, particulièrement la deuxième. Mais avant ça, on veut quand même se tenir au courant de ce qui est arrivé au courant de la semaine, qui va se battre, quel combat est annoncé, parce qu'on a des cartes qui arrivent, le TKO 46, le TKO 47, et c'est principalement par rapport au TKO 47 qu'on a eu des nouvelles. Pierre Tivierge et Jamie Poulain vont s'affronter, deux nouveaux venus qui ont signé des contrats avec TKO, vont s'affronter au TKO 47 le 12 avril prochain. Un autre Poulain s'ajoute à la carte aussi. Guillaume Poulain affronte Yann Jacolin. Donc deux anciens adversaires de Danny Mallette et de Yohan Lanès qui ont perdu leur premier combat professionnel vont s'affronter sur cette carte-là. Un autre bon combat. On a aussi des nouvelles justement de Yohan Lanès qui a mentionné cette semaine vouloir être du TKO 47. Il a proposé un affrontement contre Colin Bakey qui voudrait affronter vu que c'est un combattant qui démontre de belles choses debout puis Yohan Lanès aimerait vraiment pouvoir prouver qu'il a aussi un excellent combat debout pour son troisième combat professionnel. C'est un aspect qu'il a moins eu la chance de travailler à date puis il aimerait vraiment ça, pouvoir travailler cet aspect-là devant les partisans. J'ai publié ça sur ma page. Évidemment, les fans de Danny Mallette s'en sont mêlés assez rapidement. Il y a Davis Dos Santos qui s'est proposé aussi pour affronter Yohan Lanès sur cette carte-là. Donc, on n'a pas un manque de choix pour Yohan Lanès. Je pense que ça va attendre un peu pour le combat contre Mallette. Moi, c'est ce que je préfère. Je pense que ce combat-là peut être un highly anticipated match-up d'ici la fin de l'année. Comme Corinne Jade un peu. Laissez ça respirer. Laissez deux bons prospects. Laissez-les accumuler des combats d'expérience. Puis là, quand ils vont avoir des belles fiches à 5-6 combats chaque, boum, t'es meilleur contre l'autre. Puis ça fait un des combats les plus attendus. Donc, je pense que ça pourrait arriver dès la fin de l'année, ce combat-là. Donc, laissons Mallette contre Lanès respirer un peu. Et puis, voyons voir si on peut pas booker peut-être Bakey Dos Santos ou quelqu'un comme ça. Il y a le boy Jesse Arnett aussi qui a décidé de se mêler de la partie puis qui a réitéré son désir d'affronter Josh Hill. C'est son adversaire de rêve. C'est le combat qui pourrait déterminer qui est le meilleur 135 livres au Canada. Canadien, là, je parle, parce que oui, il y a des combattants internationaux qui se battent en territoire canadien en ce moment, comme les Taylor Lapillus, les champions Nate Maness et ces choses-là. Mais qui est le meilleur 135 livres canadien sur le territoire? C'est Arnett ou Hill. Arnett veut finalement régler ça au TKO 47. Donc, il a encore une fois mentionné publiquement que c'est ce combat-là qu'il voulait. Ah mon Dieu, que j'espère que j'aimerais ça que ça arrive parce que tu sais, on s'entend, les deux viennent de perdre leur dernier combat, c'est le moment. Stéphane Patry disait que c'était pas le moment parce qu'Arnett avait perdu son dernier puis il était sur une séquence de victoire. Maintenant que les deux ont perdu leur dernier combat, ils sont tous les deux sur une séquence d'une défaite après d'énormes séquences de victoire. Le temps est parfait, c'est le moment parfait puis le gars qui gagne ça peut s'en aller directement dans un title fight. Surtout si Lapillus en venait à gagner et Arnett gagnait le combat ou si Hill battait Arnett et Nate Maness avait la chance de gagner ce combat-là. Ça pourrait faire des fresh match-ups qu'on n'a pas encore vus. Donc, c'est pas mal ça qui est arrivé quand on parle des nouvelles d'annoncement de combats, puis des combats à venir, et puis des combattants qui ont l'intention d'effectuer leur call-out, d'effectuer leur move pour le prochain événement de TKO. Maintenant, passons aux nouvelles plus juteuses, aux nouvelles qui entrent en jeu la bisbille qui est en train de se passer. Premièrement, Jonathan Meunier est allé en entrevue à la Voix des Guerriers. Il a mentionné qu'il voulait être en action le plus rapidement possible. Ils ont reparlé, lui et Ken Wang, de son combat contre Mena Dabella. Il dit que ça a été une performance plutôt stratégique, principalement à cause du short notice, mais surtout à cause du fait que la pesée avait été devancé de 30 minutes et puis il dit qu'il y a juste pas eu ce 30 minutes-là pour perdre le 0.2 livre qui manquait, qui aurait fait que ce combat-là avait été un combat pour le titre. Rappelons-nous-en, Jonathan Meunier et Mena Dabella n'avaient pas été en mesure de faire le poids, donc ça a été devenu un non-title match. Dans le cas de Meunier, c'était par 0.2 livres et il dit que les 30 minutes de plus qu'il avait prévu pour couper ce 0.2 livres-là ont été le moment où il a reçu l'appel pour dire « Oh, t'es en retard à la pesée, ça a été devancé » et le moment où il a dû se rendre justement à cette dite pesée où il n'a pas réussi à faire le poids de 0.2 livres. Il mentionne aussi qu'il n'a pas vraiment suivi
toutes les call-outs de Jesse Ronson, que c'est pas quelque chose qui se tenait vraiment au courant, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas vraiment répondu. Il voyait pas nécessairement l'intérêt d'affronter Bronson parce qu'il disait pas qu'il était de calibre vraiment UFC. Il croyait pas que c'est quelqu'un qui était près de l'UFC, puis c'est juste des gens comme ça qu'il voulait affronter à TKO parce que c'est définitivement le genre de personne qui allait lui donner la chance de retourner dans l'UFC le plus rapidement. Ce qui reste le but principal de Jonathan Meunier. Il mentionne cependant qu'il s'est trompé assez clairement puisque l'UFC ont approché Jesse Ronson pour le signer récemment. Donc c'est un combat maintenant qu'il voulait surtout que ça allait être pour la ceinture des 170 livres, la ceinture qu'il voulait aller chercher, qu'il dit que selon lui, il est l'aspirant obligatoire puisqu'il il était impliqué dans le combat pour cette ceinture-là à Québec et puis qu'il a gagné ce combat-là. Donc se voit comme étant l'aspirant automatique pour cette ceinture-là des 170 livres lorsque Jesse Ronson pourra la défendre. Il a d'ailleurs soulevé la question, est-ce que cette ceinture-là est vacante, parce qu'il se demandait principalement si les ceintures tombaient vacantes au moment où le combattant signait avec l'UFC ou au moment où le combattant combattait dans l'UFC. Stéphane Patry va faire une réponse à ça. On va y en venir dans quelques instants. Finalement, Jonathan Meunier a dit qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de discussions avec Stéphane Patry récemment, mais qu'il l'a contacté par message texte, mentionnant qu'il n'avait pas agi nécessairement de la bonne façon par rapport à la promotion, qu'il y a peut-être eu un petit froid entre les deux, puis qu'il n'a pas fait passer ses messages de la bonne manière. Il a mentionné à Stéphane Patry qu'il voulait mettre tout ça derrière lui puis aller de l'avant pour que le reste de l'aventure TKO soit beaucoup plus plaisante pour les deux. Ce qui est le fun, c'est que quelques instants plus tard, à la Voix des Guerriers, c'était Stéphane Patry qui était là. Il a eu la chance d'entendre l'entrevue avec Joe Meunier puis de nous offrir ses réponses à chaud à cette entrevue-là. Il dit qu'il est déçu de Jonathan Meunier pour certaines raisons, en fait pour plusieurs raisons, principalement parce qu'il dit qu'il devrait s'occuper de ses affaires à lui au lieu de s'occuper des championnats des autres puis de la situation des championnats des autres. Stéphane Patry a clarifié que les championnats de TKO deviennent vacants seulement lorsque TKO rebook un combat pour ce championnat-là. Donc, dans le fond, Marc-André Barriault, même s'il se bat dans l'UFC, il va demeurer champion de TKO jusqu'au moment où on va voir la finale du combat des 205 livres entre les 4 demi-finalistes qui vont s'affronter à Québec, ou jusqu'à temps qu'on book un combat de championnat chez les 185 livres. Mais jusqu'à ce moment-là, Marc-André demeure champion. Donc, Jesse Ronson n'a jamais perdu ou rendu ses titres vacants en allant à l'UFC et est toujours bel et bien le champion des 170 livres de TKO. Patry dit aussi que Meunier, il est arrivé 40 minutes en retard à la pesée et ça fait qu'il dans le fond, il est arrivé 10 minutes en retard à la pesée à l'heure qu'il croyait que c'était, puisque ça a été avancé de 30 minutes. Lui, il est arrivé 40 minutes en retard, donc 10 minutes plus tard que 40 minutes. Donc, même s'il avait été là à l'heure qu'il pensait, il n'aurait pas vraiment fait le poids non plus. Donc, c'est pas des excuses que Stéphane Patry veut vraiment entendre. Aussi, il mentionne que la chose qui l'a déçu, puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui joue un gros rôle là-dedans, c'est que Jonathan Meunier voulait des billets pour la première rangée au TKO 44, qui était le 21 septembre dernier. Stéphane Patry a accepté de lui offrir ces billets-là en lui disant ça serait le fun que tu viennes dans la cage faire un face-off avec le gagnant de Ronson contre Dufort, puisque Jonathan Meunier a mentionné qu'il avait accepté le gagnant de Ronson contre Dufort et puis qu'il était game de combattre contre le gagnant de ce combat-là. Cependant, Jonathan n'a pas voulu aller faire dans la cage disant qu'il n'avait pas besoin de se donner en spectacle pour avoir des billets gratuits, donc n'a pas été présent à l'événement du 21 septembre dernier. Et puis tout ça pour dire que Stéphane Patry a dit qu'il était ouvert, oui, définitivement, au retour de Jonathan Meunier, mais que ça allait se faire sur les termes de la promotion, pas sur les termes de Jonathan Meunier, qu'il n'allait pas avoir de combat pour le titre intérimaire. C'est quelque chose que Ken Wang avait soulevé, qui n'a pas l'air d'intéresser Stéphane Patry du tout, que Joe Meunier n'était même pas l'aspirant obligatoire pour ce titre-là, mais que oui, il y avait définitivement une possibilité que ce soit lui qui se batte pour Ronson, contre Ronson, c'est-à-dire pour ce titre-là, lorsque Ronson allait être disponible, mais que non, il n'allait pas avoir de titre intérimaire, puis que ça allait pas, dans le fond, se passer selon les termes à Jonathan Meunier, son retour avec TKO, mais bien selon les termes de la promotion et
dans le but que l'entente qui va être prise entre Jonathan Meunier et la promotion pour son prochain combat favorise autant la promotion que Jonathan Meunier, que dans le fond, ça soit pas un processus unidirectionnel. Donc c'est ça, Stéphane Patry n'est pas particulièrement content après Joe Meunier, mais quand même ouvert à le rencontrer, tout comme Jonathan l'est. Donc on espère que les deux vont réussir à travailler ça, puis que ça avance vers l'avant, parce que tout le monde a envie de voir Jonathan Meunier de retour dans la cage le plus tôt possible. Ceci étant dit, il y a définitivement une autre personne après qui Stéphane Patry n'est pas content du tout. Et c'est Patrick Côté qui était l'invité d'Olivier Aubin-Mercier à son podcast, le Canadian Gangster Podcast, son tout dernier épisode qui vient tout juste de sortir. Et ma foi, ça a brassé. J'ai été assez surpris d'écouter ça. Pour vrai, je pensais écouter un épisode avec Pat Côté où il allait nous parler de sa carrière, de sa retraite, son après-carrière, ses grands moments à MMA. Puis oui, il nous parle définitivement de tout ça, mais il parle de Stéphane Patry aussi, et ça à plusieurs reprises dans le podcast. Et pour être bien franc avec vous, ça m'a pris par surprise. Je pensais que c'était réglé, ça. Pas leur long standing view. Ces deux gars-là ne s'aiment pas. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à voir, mais j'avais vu Patrick Côté de retour aux événements de TKO travailler dans les coins de Corinne notamment, donc je me disais, il avait sûrement réussi à amoindrir les tensions entre les deux, mais si du moins les tensions étaient amoindries, ils ne le sont plus maintenant. Donc je vais vous résumer ce que Patrick Côté a dit à l'antenne de ce podcast-là. Par la suite, je vais vous dire ce que Stéphane Patry répond à ça, parce que je l'ai contacté pour savoir ses impressions là-dessus. Je trouvais ça important de couvrir les deux aspects de la médaille dans cette situation-là. Donc je vous donne le côté de Patrick Côté. C'est drôle à dire, hein, de même, mais je vous résume ce qu'il a dit au courant de cet épisode-là. Vous pouvez quand même aller écouter l'épisode de par vous-même si vous voulez vraiment entendre de vos oreilles ce qu'il dit, mais je vous fais le résumé de ce qu'il a dit à l'égard de Stéphane Patry dans cet épisode du podcast-là, et ensuite je vous offre la réponse de Stéphane Patry à ça. Donc, ça a commencé tôt, je vous dirais. Assez tôt, Olivier Aubin-Mercier a parlé de Predator Management, la firme de management que Patrick Côté avait parti. Et puis, c'est là que ça a commencé un peu dans le thème Stéphane Patry. Patrick Côté dit qu'il a parti cette firme-là dans le but d'aider ses amis combattants qui avaient approché, autant des combattants d'MMA que des boxeurs et puis d'autres gens dans les sports de combat en général. Puis qu'il faisait ça pour les aider, à aider les relations fighter to promotion, les aider à avoir des plugs, les aider peut-être avec les commanditaires, des choses comme ça, et puis qu'il s'est rendu compte qu'il aidait pas au moment où il mentionne que Stéphane Patry ne faisait pas battre les gars qu'il avait signés dans son management deal, et qu'il les faisait chier aussi, qu'il rendait le processus difficile, puis qu'il les faisait pratiquement chier parce qu'il n'aimait pas Patrick Côté, selon les dires de Pat. Oli mentionne aussi, ça c'est quelque chose que Paul a dit, ouais, mais il semble que, fait que je mettrais pas beaucoup de poids là-dedans, mais il mentionne que Stéphane Patry aurait appelé Richard O pour lui dire que, dans le fond, il fallait pas vraiment qu'il y ait plus qu'un gars de pas de côté dans chaque gym, on sait pas trop quelle raison, mais même Oli, quand il mentionne ça, a pas vraiment l'air sûr, il a plus l'air de dire, ah oui, il me semble que j'ai entendu ça, puis à ajouter ça comme pour le but de la discussion, plus que pour dire, ah oui, ça c'est vraiment un fait que je peux vous offrir en exclusivité ici. Donc, cette discussion-là a évolué dans le fait que Stéphane Patry était un manager ainsi qu'un promoteur, disait que c'est un conflit d'intérêts. Ensuite, Patrick Côté mentionne que ça a été son agent, Stéphane Patry, pendant de nombreuses années, comme ça a été l'agent de beaucoup de combattants, et puis qu'il perdait tous ses combattants. Car comme il a dit mot pour mot, il perdait tous les gars qu'il manageait parce qu'il les crossait. Patrick a décidé de rester avec lui cependant, de piler son orgueil, puis de rester avec lui en se disant, si tout le monde le drop parce qu'il est cross, moi si je suis le seul à rester là un jour, je vais être le seul, fait que je vais avoir un service optimal de sa part. Et Pat dit que finalement, lui aussi, il s'est fait arnaquer par Stéphane Patry. Par rapport à son combat de championnat contre Anderson Silva. Il mentionne que souvent il devait aller chercher des chèques de commanditaires, puis quand il arrivait chez Stéphane, les chèques n'étaient pas là pour une raison ou une autre. Mentionne aussi qu'il n'a jamais reçu le chèque de son after party, l'endroit où son after party était, donne toujours un chèque aux combattants pour sa présence, parce qu'ils peuvent faire la promotion de l'événement comme étant, ouais, pointez-vous, il va y avoir Pat Côté qui vient de se battre pour un titre UFC dans la place ce soir. Donc il dit qu'il n'a jamais vu le chèque de cet événement
événement-là. Et il mentionne aussi que c'est Stéphane Patry qui devait s'occuper des commanditaires par rapport à ce combat-là, et qui est un combat de championnat de quand même assez grande envergure, et qu'étrangement, il lui restait des spots de commanditaires disponibles sur ses shorts. Donc, juge que le travail n'a pas été fait à cet effet-là, et c'est les raisons qu'il avance pour dire que dans le fond, Stéphane Patry l'a arnaqué. Il mentionne aussi que Stéphane est un menteur professionnel et qui est un bon manipulateur et quelqu'un qui dépense l'argent des autres, donc pas sa propre argent. Il mentionne cependant... Désolé, quand je dis je parle toujours de Patrick Côté. Mentionne qu'il n'a rien contre l'organisation TKO, que c'est vraiment magnifique, une plateforme incroyable pour les fighters. Le deal avec Fight Pass est incroyable, l'organisation, la présentation est géniale, la ramp, la manière dont les combats sont promus. Il dit que tout ça c'est excellent et qu'il n'y a rien à dire contre la promotion, que c'est cependant des bonnes idées qui se retrouvent dans les mains des mauvaises personnes, selon ses dires. Il y a aussi l'émission du 91.9 dans l'Octogone avec Stéphane Patry notamment et Ken Wong qui est revenu sur le sujet de la discussion parce que Patrick Côté est lui-même un employé de cette chaîne-là, le 91.9 qui est une chaîne sportive à Montréal. Pat Côté dit que lui-même voulait un show d'MMA depuis des années puis que c'est quelque chose que la station a toujours dit qu'il était leur homme pour ça et puis il cherchait du financement pour ce show-là. Malheureusement, le financement ne venait pas vraiment parce que d'un, c'est un show d'MMA et de deux, c'est à la radio puis le financement est de moins en moins présent à la radio malheureusement pour qu'on voit plusieurs stations complètement changer de vocation. C'est à cause de ça, il n'y a plus beaucoup d'argent à la radio puis les stations de radio font tout pour essayer de survivre. Donc ce qui est arrivé avec l'émission Dans l'Octogone, selon Patrick Côté, c'est que c'est la promotion TKO qui a payé la station de radio pour cette émission-là. Ce n'est donc pas la station qui verse un salaire à Stéphane Patry et à Ken Wong pour animer cette émission d'arts martiaux mix. C'est vraiment TKO qui présente cette émission-là. Mais je pense que ça, pour être franc, c'était quand même clair dans la façon que ça a été annoncé, en fait, que c'était une émission à la radio présentée par TKO. Fait que dans ma tête, c'était assez clair que c'était plus TKO qui payait pour ça que la radio qui payait pour une émission d'MMA. Et puis, c'est ça, la radio avait évidemment besoin d'argent de n'importe quelle manière qu'il pouvait l'obtenir. Donc, c'est ça que Patrick Côté avance, dans le fond, que c'est TKO qui a payé pour l'émission et non le contraire. Ensuite, ça revient sur le sujet un peu plus tard quand Olivier Aubin-Mercier demande à Patrick Côté s'il a déjà pensé ouvrir sa propre ligue. Et puis Patrick Côté dit non parce que dans le fond il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec ça selon lui. Au Québec, il ramène les temps d'instinct et de ringside. Ramène aussi S1, l'événement S1 qui devait avoir lieu, qui n'a jamais eu lieu, qui a été annulé. Et puis il mentionne une histoire où il a toujours mentionné depuis le début que ça allait être annulé. Puis il était dans le sauna avec Francis Charbonneau qui est en train de couper du bois pour cet événement-là, en lui disant que ça allait jamais avoir lieu. Et puis comme de fait, ça n'a jamais eu lieu. C'est quelque chose que Charbonneau a appris dès qu'il est sorti du sauna. Donc, des petites pointes lancées à cet effet-là et qui mènent directement au report du TKO 46. Et Pat Côté mentionne que c'est pas à cause des blessures, dans le fond. Il mentionne pas à cause de quoi que c'est, mais il sous-entend, là, entre vous et moi, si vous écoutez ça, il sous-entend que ça serait peut-être plus des problèmes d'ordre financier, en mentionnant justement qu'ils ont déplacé ça un jeudi parce que ça coûte moins cher de louer le centre Vidéotron un jeudi qu'un vendredi. Et ça, quelques instants après avoir dit qu'il n'y avait pas d'argent à faire puis que tout le monde grugeait de l'argent de leur poche avec des promotions d'MMA au Québec. Donc, c'est le sous-entendu que je semble comprendre de ça, bien que si c'est pas ça, vous me corrigerez. Mais moi, c'est ce que je comprends de ça, parce que Patrick dit que lui, ça a été annoncé que c'était à cause des blessures, le report de cette carte-là, mais que lui, c'est pas la version qu'il avait entendue, puis qu'il préférait croire sa version que la version de Stéphane Patry, bien qu'il ne dévoile pas sa version officielle qu'il a entendue à l'antenne du podcast, bien que, comme je dis, selon moi, il fait quelques petits sous-entendus ici et là. Donc, c'est ça qui est arrivé, c'est ça que Patrick Côté a dit à l'endroit de Stéphane Patry. J'ai donc demandé à Stéphane Patry s'il avait des réactions et des commentaires par rapport à ça. Il m'a mentionné, puis je vous lis ça littéralement, là, mot pour mot, ce qu'il m'a dit.
Tout ce que je peux dire, c'est que Pat ment sur toute la ligne quand il décrit les événements entourant son combat contre Anderson Silva et l'aspect commanditaire de celui-ci. Et il se couvre de ridicule en disant que louer le centre Vidéotron est moins cher un jeudi qu'un vendredi. Ça en dit beaucoup sur son niveau d'intelligence. Voici la liste des blessés qui est vérifiable, qui m'ont poussé à bouger la date de l'événement. Il y a Saifeddin Ouerghi qui s'est blessé à la cheville, Derek Dexter à la tête, James Clark au genou, Terry Lemaire au pied, Branson Ribeiro, c'est un problème de visa qui est d'ailleurs réglé, Nate Maness au genou, Samuel Moisan au genou, Alex Murat au genou, Bruno Capellozza à la main et un des combattants dans un des combats de championnat qui s'est blessé au genou. On devrait savoir c'est qui ce combattant-là à la conférence de presse après la carte. Depuis cette annonce, on a renforcé la carte avec des combats dans lesquels les athlètes auront eu le droit à un camp d'entraînement complet et non pas à la dernière minute sans camp. Ensuite, Patrick dit que j'ai empêché ces gars de se battre chez TKO. À ce que je sache, tous ceux qui ont été annoncés dans la firme de gérance de Pat ont par la suite combattu sans exception chez TKO. Il a même été autorisé à travailler dans le coin de ses athlètes lors des événements de TKO. Bref, un beau gros tas de balivernes venant de l'être humain le plus narcissique que j'ai connu de ma vie. Finalement, Stéphane Patry mentionne qu'Olivier Aubin-Mercier, ses petites attaques de mauvais goût sont vraiment surprenantes pour moi. Je n'ai jamais fait affaire avec lui. Je ne le connais pas en fait. J'ai toujours été poli et courtois avec lui chaque fois que je l'ai rencontré. Donc, des attaques, parce que Olivier Aubin lâche des petites craques. C'est un peu sa gimmick, là, si vous écoutez le podcast. Lâche pas mal des petites craques sur toutes. Donc, il a lâché des petites craques sur Patry. Tu sais, le gros gag de tout le long de l'épisode, c'était qu'il allait recevoir une mise en demeure. Puis on revenait avec ce gag-là à quelques reprises. Donc, clairement, ces petits jabs-là de la part d'Olivier Aubin-Mercier ne sont pas passés inaperçus à l'oreille de Stéphane Patry. Il tient aussi à préciser, il me dit, je tiens à préciser que c'est ce que j'ai dit à Richard O lors d'une conversation téléphonique il y a 1 an et demi, c'est que je lui suggérais de ne pas prendre trop de combattants de la même catégorie de poids dans son équipe pour éviter les conflits. Et puis c'est à la suite de sa tentative de faire un combat entre Michael Dufort et Davis Dos Santos. Puis il avait appris à ce moment-là que Davis Dos Santos était lui aussi un combattant H2O, tout comme Michael Dufort, qui n'allait donc pas se battre parce qu'il était des partners d'entraînement. Bref, il conclut en disant « Je ne suis pas parfait et personne ne l'est, mais ces attaques gratuites et souvent mensongères venant toujours du même groupe d'individus commencent à être redondants et je vais devoir prendre des décisions à cet effet puisque je suis quand même un être humain et ça commence à peser lourd. » Et puis Stéphane Patry mentionne aussi en terminant que il a appris ces propos-là de Patrick Côté de la part de sa nièce qui est une petite fille de 14 ans et puis qui écoute le podcast d'Olivier Aubin-Mercier à toutes les semaines. C'est comme ça qu'elle a entendu les propos à l'égard de Stéphane qui, c'est sa nièce, ça doit être son oncle ou son parrain, je ne saurais pas m'avancer là-dessus, mais bref, d'un membre de sa famille, et puis évidemment, ça lui a fait de la peine, puis elle a appelé Stéphane en pleurs pour lui faire part de ça. C'est là que Stéphane a eu la chance d'écouter, ou la chance ou la malchance, là, on s'entend, d'écouter ce podcast-là, puis d'être mis au courant de tout ce que Patrick Côté avait dit sur lui, et c'est ça sa réponse. Donc voilà, c'est les deux aspects, les deux côtés de la médaille. Vous avez la version de Pat, ensuite la version de Stéphane Patry. La job est faite, je vais conclure la vidéo là parce que ça fait déjà très longtemps. Donc je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Laissez-moi un like, aussi un commentaire pour me faire part de vos impressions sur toute cette rivalité-là qui vient d'un peu de renaître aussi, sur la tension entre Meunier et l'organisation TKO. Et puis faites-moi part aussi de qui vous voulez voir contre l'ENES, de si vous voulez voir Arnett contre Hill finalement. On parle de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu et aussi abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe et puis on se voit une prochaine fois.